La bibliothèque idéale du trader gagnant, troisième partie. Un beau bonjour à tous. J'espère que la semaine a été profitable pour vous. Si elle ne l'a pas été, j'espère qu'elle a été bénéfique au niveau de votre savoir. On va essayer d'être positif dans les deux cas. On poursuit notre aventure de découverte littéraire et de lecture. Puis ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode-là, parce qu'on constate qu'effectivement, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Puis Hugo, quand j'ai demandé le nombre de livres qu'il y avait, il y en avait plus que 50 à parler. Fait que là, on a dit on va focusser sur les bons. Fait qu'on va essayer de faire un petit blitz sur les livres qui restent, puis dans le fond, vous partagez encore une fois pourquoi. Et après ça, on verra si ça vous inspire comme les autres épisodes. Je me lance avec le premier. Une zone qui est mystifiante du trading, c'est les options. Les options, c'est un domaine qui est particulièrement dense et complexe. En fait, il n'y a pas de limite à les complexifier. Donc, c'est un petit livre que j'ai lu 2 étés. J'ai lu un été, puis l'année d'après, je l'ai relu. Les options, moi, c'est comme... ça fait longtemps que je m'inspire de ça, puis je les étudie, mais ça a été pour moi sur longue haleine. Là. J'ai pris mon temps pour les découvrir. Fait que ce livre-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va vous expliquer, vulgariser les grandes stratégies d'options, qu'est-ce qu'on peut retrouver pour être capable de comprendre après, quand on lit ou quand on essaie d'étudier différentes stratégies. Donc, c'est vraiment un petit livre de base qui se lit quand même assez aisément. Mais le sujet, moi, quand j'ai commencé à le lire, j'étais pas tellement avancé. Donc, c'était dur. Avant de comprendre, il y a des logiques qui sont contre-intuitives, si on veut, dans les options. Mais si vous voulez, dans le fond, les étudier tranquillement, vous allez voir, sans vous taper un livre universitaire, un tout petit livre, là, puis là, je vous montre, j'ai même ma fille qui met un arc-en-ciel dedans, donc ils vont nous montrer les graphiques, tout ça, ils vont nous expliquer les différentes stratégies. Donc, si les options vous intéressent, Devon Wilcox, Option Trading Box 7. Là, dans le fond, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va les mettre dans les descriptions, les titres qu'on discute. Comme ça, si vous voulez y avoir accès, vous allez pouvoir... parce que des fois, on a nommé les auteurs, tout ça, mais des fois, si vous êtes en auto, c'est pas le temps de commencer à noter. Là, fait qu'on va vraiment vous les mettre... tous les titres écrits pour que vous ayez accès à ça. C'était mon prochain livre. Hugo, prochain livre. Moi, ce que j'aime beaucoup des Américains, c'est qu'ils parlent d'argent de façon décomplexée. Il y en a qui font de l'argent, puis tant mieux. Ici, on est peut-être notre héritage judéo-chrétien qui est trop fort. On n'en parle pas un peu. On va dire qu'on vend du rêve. Mais il y a 2 auteurs, entre autres, qui ont fait des entrevues avec, depuis longtemps, une série de livres, entre autres, ce qu'on appelle les Market Wizards de Schwager. Il en a fait plusieurs. Ça, c'est le premier livre, mais c'est vraiment des entrevues avec des traders. D'ailleurs, François, tu devrais les contacter pour avoir un chapitre sur toi. Et c'est vrai, sincèrement. Puis le monde dit, c'est du monde qui vont flasher leur performance, des 100, des fois, tu as des 100, 200, 300% par année. Puis là, on reste juste dans des stocks. Là. On ne touche pas les options, les forex, quoi que ce soit. Donc, vraiment des investisseurs qui sont là-dedans. Puis, quand tu lis ça, il y a eux autres, puis il y a Colville, entre autres, aussi, qui a beaucoup de livres aussi sur des entrevues vraiment avec des traders. Et ces personnes-là, ils sont d'une telle humilité, là, c'est fou, là. Tu sais, le monde dit, ils vont juste... Non, eux autres, c'est comme... Je vais te parler pendant 8 pages de tous mes échecs, comment que je me suis mis à zéro, comment que j'ai fait le compte. Puis après ça, comment que je m'en suis sorti, comment que j'ai respecté mes règles. J'ai été 7 ans que ça marchait pas. Puis toute la patente, c'est inspirant. Il y a des chiffres, il y a des pourcentages. Là, le monde dit c'est n'importe quoi. Mais il y a quand même des concours de trading aux États-Unis là, qui existent là, avec la real money. Là. Tu mets 1 million, mettons, puis là, ils suivent ça. Et ils ont une humilité. Puis ceux qui réussissent dans la vie, comme un peu toi, François, là, c'est inspirant. On apprend de ceux qui ont gagné dans la vie beaucoup plus que souvent juste quelque chose de théorique que les babines ne suivent pas les bottines. Parce que ceux qui réussissent beaucoup, c'est échec, 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 échec. Ah, à un moment donné, ça a marché, puis à un moment donné, échec, échec. Ah, à un moment donné, ça marche. Ça va monter un peu plus. Ça fait que ces 2 livres-là, finalement, les Market Wizards, c'est en anglais encore une fois.
puis de Cobble aussi. C'est très bon. C'est très bon. Ça humanise le monde qui place leur argent. Ça nous ramène sur le plancher des vaches. Le monde dit, oh, tu vends du rêve, tu vends du rêve. Ah ouais, mais tu vends. Et le monde ont des échecs aussi, puis comment ils l'ont vécu, puis comment c'est pas le lien avec la famille qu'ils ont eu là-dedans, quand ça marche, quand ça marche pas. Bref, c'est très bon. Puis François, il faut que tu y ailles. Il faut que tu contacts. Tu as 2 personnes à contacter. Faites, on va faire la job, là, on envoie là-dessus, parce que François, je l'aime bien, moi, François, parce qu'il parle de ces années que ça a bien marché, des années que ça marche moins bien. La vie est tough, là, tu sais, ça fait que au final, là, tu fais de l'argent, mais t'en perds aussi, puis il y a des journées que tu te regardes dans le miroir, tu te dis, bon, il y a un char qui vient de partir, ou peu importe, là, tu sais. Ça fait que c'est ça un peu humanisé, la patente. T'es pas le premier qui le dit, Market Wizard. Il dit, François, tu devrais... Moi, la joke que je fais tout le temps, c'est Market Wizard. Il prend une multitude de négociateurs. Moi, Market Wizard, j'ai tellement d'histoires, je pourrais l'écrire à moi-même. Fait que puis c'est ça. Puis, tu sais, quand tu parles, là, le monde, on voit juste le succès. Le monde voit juste la pointe de l'iceberg, puis il voit pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Puis, comme tu dis, c'est important de parler des bons coups, parce que faut que ça soit motivant. Tu sais, si quelqu'un veut faire ça comme travail, investir ou transiger à temps plein, il faut montrer nos bons coups, qu'on voit que ça peut être le fun, ça peut être payant, mais il faut montrer aussi l'autre côté. Puis moi, j'ai fait des vidéos, des entrevues, puis je l'explique, là, puis sur 30 années de négociation, j'ai 4 ou 5 années négatives, là, puis quand je fais du day trading, des fois, on montre nos bons coups, on parle des mauvais coups aussi, mais sur une vingtaine de transactions que je peux faire par jour, je peux en avoir, on va dire, 6, 7, 8 qui sont pas bonnes, là, puis je le dis, puis le monde le voit en live, c'est ça. Mm-hmm. Donc, oui, c'est ça. Puis où je veux en venir aussi, je vais parler de mon livre. Attends, avant de t'aller là, oui. j'avais un commentaire là-dessus. Moi, je pense que c'est pas François, il faut qu'il communique. Là, je lance un appel à tous. C'est les gens qu'il faut qu'ils disent « Hey, tu devrais rencontrer François. » C'est pas au Wizard de se vendre. Puis la vérité, quand tu disais qu'ils sont humbles, moi, je pense qu'il y en a beaucoup là-dedans, il me semble que j'avais lu ça quelque part, qui ne voulaient pas la faire l'entrevue, parce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont très low profile, tu sais, millionnaire next door, là, le principe de dire on ne sait pas du tout, ils font leurs affaires, puis ils s'occupent pas trop des autres. Fait qu'à quelque part, il a fallu peut-être qu'il y ait des gens qui talonnent pour qu'ils acceptent de faire ça. Fait que s'il y a des gens qui pensent que c'est pertinent, tout comme nous, s'il y a quelques gens, dans le fond, qui disent « Hey, il y a François à Montréal », puis là, peut-être, parce qu'il en a écrit d'autres livres, peut-être qu'il est en train d'en écrire un, en fait, on ne sait pas, là. Non, oui, c'est ça, mais moi, c'est encore là, des superstitions, j'ai peur excusez l'anglicisme, de me jinxer, j'ai peur de me jeter un mauvais sort, parce qu'une fois, en 2011, c'était la première fois que, tu sais, moi, je suis plus un loner, je fais mes affaires. Puis à un moment donné, le Journal de Montréal m'avait contacté. Puis il voulait savoir c'était quoi la vie de négociateur. Là. Je pense que c'était en 2011. Puis je parlais de mes bons coups, je parlais des mauvais coups, tu sais. Puis quand t'es 2011, ça fait quand même 12 ans, là, j'avais une trentaine d'années, tu sais. Puis j'étais fier, là, tu sais. Je me souviens plus, est-ce que je me vantais? OK, peut-être un petit peu, je sais pas. Mais bref, après l'entrevue, là, les 2-3 mois qui ont suivi, puis on parle des bons coups, là, les entrevues, j'ai déjà fait beaucoup d'argent, mais tu sais, j'ai déjà perdu, c'est ça. Après l'entrevue, là, les 3 mois qui ont suivi, j'ai perdu 800 000 $. C'est beaucoup, c'est énormément d'argent, puis j'ai fini mon année positive. Là. J'avais une chance, je me souviens, c'était en septembre. Je pense que c'était en septembre, l'entrevue. Puis j'avais un très bon début d'année. Puis là, je sais pas, j'étais peut-être vantard, là, je me souviens plus. Mais bref, le dieu du trading, d'après moi, il m'a puni. Fait que c'est pour ça que, encore là, je me souviens plus, il y a un journaliste qui m'a écrit, il dit « François, j'aimerais ça écrire un livre. » Mais c'était vraiment plus un livre, oui, sur mon parcours, mais c'était aussi pour parler d'analyse technique. Je voyons des livres d'analyse technique, il y en a un puis un autre, là. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup de réticence. Puis même le podcast, tu sais, on en a parlé, puis je me suis dit, c'est une bonne idée. À chaque fois qu'il y a un projet, qu'il y a quelqu'un qui me parle de te mettre en avant-plan, tout ça, j'ai peur, j'hésite. Mais bref, quand je vais arrêter de trader, je me lancerai peut-être. Fait que ça n'arrivera jamais, là, parce quand on trade toujours. Là. Toujours. Exact. Mais bref, on va continuer. Le livre, un livre... Fibonacci, oui, c'est ça. Ce livre-là, un chandelier japonais, candlestick, j'avais déjà les autres livres avant, mais qu'est-ce qui m'a attiré de ce livre-là? Fibonacci et les chart patterns. Les chart patterns, comme en français, c'est quoi les...
Les figures Chartistes. Les figures Chartistes. Tu sais, maintenant, les figures Chartistes, on va sur Google, puis on les a toutes, les figures Chartistes. Mais quand j'ai débuté, pas trop d'Internet, fait que il fallait que on se rabattait sur les livres. Donc, toutes les figures Chartistes, encore là, moi, vu que je suis plus technicien, mais j'ai tout appris ça à partir de ce livre-là. Puis Fibonacci, c'est un petit peu ésotérique, mais ceux qui connaissent un peu Fibonacci, des fois, Fibonacci, c'est comme une bonne tape dans le dos, c'est comme une confirmation. Quand on veut prendre une position, on a un retracement Fibonacci, puis là, le marché commence à remonter là. Tu sais, c'est comme une confluence de plus. Donc, c'est un livre, c'est pas un livre explosif, puis ça n'a pas gagné des gros succès, mais je veux dire, juste pour les figures Chartistes, les Fibonacci, ça m'a beaucoup aidé à mes débuts. Ben, c'est très bien. C'est vrai que Fibonacci, tu parlais que c'était ésotérique, parce que c'est le nombre d'or, c'est partout dans la nature, mais dans les faits, moi, ce que je crois comprendre, c'est qu'il y a tellement de monde qui les utilise que ça vient d'une prophétie auto-réalisatrice. Oui, c'est-à-dire que si tout le monde l'utilise, ça va y aller et ça va le faire, tu sais. Fait que, utiliser Fibonacci, tout le monde, on continue. C'est bon. Alors, Hugo, prochain titre pour toi. Oui, il y a une personne que j'aime beaucoup. Je parlais de William O'Neill, qui a changé la vie de beaucoup d'Américains avec son livre, et il y a des enfants. William O'Neill, il y a eu plein d'enfants spirituels, on s'entend là-dedans. Et il y en a un, entre autres, qui s'appelle Mark Minervini, qui a écrit 2 livres. Ces 2 livres-là, Mark Minervini, qui est un enfant de O'Neill. Lui, il jouait du drum dans des metal bands des années 80, drop-out à l'école. Ça fait que là, son groupe ne fonctionnait plus. Ça fait que là, il n'a pas le choix. Il dit, faut que je me trouve un job. Il a commencé à trader. Et il a été 7 ans à perdre de l'argent à tour de bras parce qu'il n'y avait pas de règles qu'on ne comprenait pas. Ça fait que là, il a lu O'Neill, il a suivi ça et sa vie a été transformée. Et il a poussé la théorie de O'Neill un petit peu plus loin. Lui, c'est plus un livre un petit peu plus général, puis lui, il s'en va un petit peu plus côté technique. Il prend les affaires de O'Neill, beaucoup de graphiques aussi, mais des règles. Quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je sors, quand est-ce que je vois ça. Un drop-out, Minervini, il a gagné plusieurs fois à la fin des années 90, fin des années 80, le concours de trading aux États-Unis avec des rendements en haut de 100%. Et l'année passée, il est revenu au concours de trading, des comptes à 1 million. Et il a fait 300% juste avec des actions. Là. Puis là, il disait, regardez, c'est moi, là, puis tout était ouvert. Tu voyais quand est-ce qu'il rentrait, c'était là-dessus. Ça fait que, pour dire, j'ai 60 ans, mais je suis encore vote, là. Ça fait que, il est encore vote, le bonhomme, là. Et puis, c'est ça. Puis c'est un enfant de O'Neill. Ça fait que, tu sais, lui, d'ailleurs, quand O'Neill est mort, c'était tous les hommages un peu. C'est comme David Ryan, il y en a plusieurs aux États-Unis. Puis, c'est ça. C'est que ces livres-là sont bien bons. Lui, il est très inspirant au point de vue encore, un peu comme les Market Wizards, de sa vie, on dit tu vends du ride, OK, tant que tu veux, là, mais là-dessus, il parle un peu des marchés, puis le deuxième, il rentre un petit peu plus technique sur quand est-ce que lui, il rentre, puis il sort, comment il voit le marché. Fait que je l'aime beaucoup, Mark Minervini. C'est ça. Ouais. Je vais prendre une parenthèse. Ça m'énerve quand j'entends le monde dire « tu vends du rêve, on vend du rêve ». Le monde ne vend pas, exemple, le monsieur que tu viens de nommer, il ne vend pas du rêve, il vend son rêve, parce que sa vie, c'est un rêve. Sa vie, puis tu sais, il l'a réalisé, c'est comme un conte de fées, sa vie. Le monde, les successful, c'est des contes de fées. Ils vendent leur rêve. Ils vendent pas un rêve, ils vendent leur rêve. Puis on le sait que c'est peut-être pas accessible à tout le monde, comme des joueurs de hockey, tout ça, mais tu sais, quelqu'un qui fait la Ligue nationale, là, c'était son rêve, le jeune, d'être dans la Ligue nationale. Moi, mon rêve, là, c'était de trader. À 18 ans, là, je voulais trader, puis je voulais être avoir du succès. Fait que, tu sais, moi, je vends pas du rêve. Le monde, ça vend pas du rêve, ça vend leur rêve, ça vend leur vie de rêve. Mais bref... c'est la même affaire en musique. Ouais. OK, ben quoi, pratiquer, ils ont fait des erreurs, ils se sont plantés. 7 ans à ne pas faire d'argent à la bourse, là, tu sais, c'est là. Ben oui, puis de tout vider son compte de banque une couple de fois et emprunter de l'argent à papa, maman pour partir à coût de 2-3 000, puis tu repars la patente. Ça fait que, tu sais, ils vendent du rêve, mais regardez derrière ça, il y a du travail. Oui, de toute façon... Soit, là, c'est tough, là.
Je sais pas, son concours, là, passé 1 million, puis il fait 300 c'est un Christy Drive, mais gars, il l'a fait, là. Fait que plus qu'une fois, tu sais, le monde, comme tu dis, le monde peut dire, il vend du rêve. Oui, il vend du rêve, mais gars, il l'a fait, là. C'est ça pareil. C'est ça. Donc, rêvons, mes amis, rêvons tous, parce que pas de rêve, pas d'avancement. Et puis ça coûte rien rêver. Prochain livre. Avant de le présenter, moi, quand j'ai commencé, moi, j'ai un bagage d'entrepreneur. Donc, d'un entrepreneur, ça se fait un plan. Ça se fait un plan d'affaires. Moi, j'ai dit, je vais faire mon plan d'affaires de trader. Puis, à un moment donné, je fais un petit bilan de mes forces, mes faiblesses. Dans une de mes faiblesses que j'avais identifiées, c'est que je connaissais absolument rien à la macroéconomie. Et quand je dis rien, tu sais, j'avais zéro conscience de quand il change le taux d'intérêt ou quand il y a une annonce d'inflation ou d'importation. Tu sais, qu'est-ce que ça a comme impact? Je ne savais même pas qu'il existait de toute façon ces rapports-là. Puis à un moment donné, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Je dis, moi, je vais régler ça cette année. Je règle ça. J'étudie la macro juste pour avoir la culture nécessaire. Quand on fait du day trading à la seconde, on s'entend que c'est pas si grave que ça, la macro, mais c'est quand même très intéressant. Puis pour l'apprendre, j'ai fait quelques démarches, dont ce livre-là, Economics. Economics, l'avantage que ça a, c'est une bande dessinée. Donc, c'est l'histoire de l'économie. Je me souviens, mais je pense que ça part avec la fondation de la Banque centrale en Grande-Bretagne, si je m'abuse, là. Puis ça va expliquer vraiment jusqu'à aujourd'hui comment ça a évolué, puis pourquoi les choses sont comme elles sont aujourd'hui. C'est vraiment fascinant, donc c'est super facile à lire. On s'entend, c'est pas pour les enfants de jeune âge. C'est facile, oui, mais quand même, il y a du stock. C'est ça, c'est très, très, très complet, effectivement. Puis ça vient avec un poster. Je n'ai pas le poster, là, qui est comme un poster, en tout cas la version que j'avais, là, je ne sais pas s'il y a encore ça aujourd'hui, mais c'était un poster on pouvait dérouler. Puis moi, je l'avais mis dans le couloir, dans la maison. Puis mon fils, peut-être qu'il avait 8 ans à l'époque, il regardait les dessins. Puis là, j'expliquais. Puis sans qu'il comprenne, tu sais, il n'avait pas besoin de tout comprendre, mais ça l'a imprégné. Fait que je suis sûr que ça, plus tard, ou quand il va avoir 14 ans, je vais peut-être lui demander, tu sais, s'il veut le lire, s'il passe au travers, parce que c'est quand même un morceau. Puis, tu sais, j'y crois tellement que j'ai acheté une copie à François là, récemment pour lui offrir pour ses enfants, c'est ça. Il a sa copie avec lui. Puis Hugo l'a lu aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment là, un petit bijou d'aujourd'hui, ça, ce livre-là. Puis il y a une suite, une bande dessinée qui s'appelle Néolibéralisme. Oh, OK. Il y a une suite de ça qui est intéressante. OK, néolibéralisme, OK. Par le même auteur, je crois. Là, c'est ça. On est vraiment dans le même... Mais quelle heureuse façon d'enseigner, tu sais. C'est divertissant en même temps, là, tu sais. Puis les dessins sont super bien faits en plus. OK, est-ce que, Hugo, t'en as-tu un autre pour nous? Oui, j'en ai quelques-uns. Peut-être parler un peu dans le fondamental. Tout le monde parle beaucoup de Warren Buffett, le père du fondamental, du long terme, et ainsi de suite. Moi, je préfère beaucoup à lui Peter Lynch, qui était un gestionnaire avec son fonds de Magellan chez... c'était qui était là-dessus? C'était Templeton ou Fidélité. Je pense qu'il était à Fidélité. Et il y a eu un rendement constant. Et il parle beaucoup de fondamental, comment évaluer les entreprises fondamentalement. Moi, j'ai été beaucoup là-dedans, le fondamental. Ça ne m'a pas toujours bien desservi dans le sens que souvent, les rendements sont moins... Un bon trader, il faut que tu regardes le fondamental, le technique, il faut que tu mises les deux complètement. Et Lynch, il y a eu des très bons rendements. Je ne le dément pas, mais il y avait un portefeuille qui gérait 1000 titres. 1000 titres dans son portfolio. Ça n'a pas de bon sens. Là. Puis tandis que moi, je veux dire, je dois avoir 6, 8, maximum 10 là, que je suis capable de gérer pour ma petite tête. Là. Ça fait que lui, il en gérait 1000. Il a fait des bons rendements. Il y a des phrases célèbres. Il était intéressant quand même. Warren Buffett, qui se connaissait d'ailleurs, ces deux-là, actuels. Les planificateurs financiers, le monde en finance, des vendeurs de fonds, il l'aime beaucoup aussi parce qu'il va chercher des rendements. Il est allé chercher, je pense, pendant 10 ans, un rendement de 20 ou 25% sur son fonds mutuel, qui est quand même mieux que l'indice de façon générale. Mais on n'est pas dans des rendements de 50, 60, 100, 200% ou quoi que ce soit. T'sais. Mais il l'a maintenu. Il l'a maintenu, c'est ça. Puis c'est une personnalité bien sympathique aussi. Quand tu regardes ses vidéos à lui, il est drôle. T'sais, moi, j'aime le monde drôle. Oui, bien, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des extraits, effectivement, puis il est divertissant, là. Puis, il est drôle. Il ferait en parler, moi, je pourrais dire. Oui, exact. Je gêne pas pour dire ce qu'il pense, pour vrai, là. Ouais. Moi, mon prochain livre, le dernier pour le podcast, qui m'a beaucoup marqué, ben,
marqué. Oui puis non. C'est Mémoire d'un spéculateur. Le premier podcast, Hugo l'avait présenté en anglais. Moi, j'ai 2 versions parce que j'ai tout le temps peur qu'ils changent de mots ou qu'ils mettent une virgule à une mauvaise place. Fait que j'achète tout le temps les nouvelles éditions. Mais bref, Jesse Livermore, c'est ça, il a fait beaucoup d'argent dans les commodités. Moi, ceux qui ne le savent pas, à la base, je suis un gars de contrats à terme, de futures. Et puis, tu as des contrats à terme sur tout, puis il y en a beaucoup sur les commodités. Jesse Livermore transigeait le coton. Et puis, quand j'ai acheté ce livre-là, je crois que je transigeais le coton. Donc, je me suis un peu identifié à lui. Puis, c'est quand même fictif. C'est sa biographie, c'est romancé. Mais bref, un peu dans le même sens que le film Le Loup de Wall Street ou la version Wall Street 1987. C'est un livre qui se lit bien. On n'apprendra pas grand-chose comment transiger là-dedans, mais c'est un livre très divertissant. Moi, j'étais un spéculateur, un day trader. Jesse Livermore, il faisait la même chose. Prenait des grosses positions sur pas nécessairement du très long terme. Donc, je m'identifiais, puis je m'identifie un peu à lui. Donc, je le recommande à tout le monde. Puis c'est toujours d'actualité, malgré que ça fait 1923, fait que cette année, c'est 100 ans. Là. Donc, puis c'est toujours actualisé. Tu sais, un livre qu'on peut lire qui a été écrit v'là 100 ans, il n'a pas une tonne, je crois, là, puis qui est toujours au goût du jour, puis que le monde triple. Donc, si vous vous intéressez au marché boursier, Mémoire d'un spéculateur, je vous le recommande. C'est drôle ce que tu dis, François, parce que William O'Neill, bien du monde, ils disent le marché boursier, il ne change pas. Parce que derrière ça, c'est des êtres humains. Les êtres humains, ça ne change pas. Il y a tout le temps les mêmes forces, les mêmes faiblesses, les mêmes excès, les mêmes. Ça fait que ça revient tout le temps au même. Là, tu vas dire, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé en 1920? On peut-tu apprendre de ça? Oui, c'est parce que c'est la même chose. L'être humain n'a pas changé derrière ça. Là. Il va agir sous la panique. Il va suivre certains. Tu sais, fait que. Sauf là, aujourd'hui, 2023, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a des humains en arrière de tout ça, mais maintenant, les robots, ils vont penser comme des. J'ai hâte de voir là, Tu sais, j'ai jamais vraiment eu peur. J'ai pas peur non plus, mais je crois que l'avenir du trading pourrait être touché, parce que maintenant, tu sais, des robots investisseurs, des robots, tu sais, il y a des courtiers qui vont perdre leur emploi, j'imagine, là. Puis, tu sais, maintenant, tu dis, moi, tu donnes ton profil, comme on faisait avec un courtier, on disait, c'est quoi notre profil? Puis il dit, fais ça, fais ça, fais ça. Maintenant, aller sur ChatGPT, tu dis, c'est quoi ton profil d'investisseur? Puis il va te donner un portefeuille avec des pondérations qui reflète bien ta personnalité. Non, c'est quand même, je ne veux pas dire que c'est épeurant, là, parce que je ne suis pas contre la technologie, mais bref, l'avenir du trading, c'est juste des robots qui travaillent dans eux autres, puis c'est correct, là, c'est tant mieux, là, si ça fait je ne veux pas dire qu'on pense moins, là, mais si ça nous permet d'avoir des rendements plus intéressants, let's go, l'intelligence artificielle, mais encore là, l'intelligence artificielle, il y a quand même des humains en arrière de ça, là, qui ont développé ça. Mais bref, j'ai hâte de voir les 100 prochaines années. Puis on va devoir s'adapter, ça, c'est sûr. Puis oui. François, tu ne peux pas mieux m'introduire mon prochain titre. Okay. Ce que tu viens de dire. Donc, s'adapter, ça, c'est un de mes chouchous, là. L'auteur, si on veut, Ray Dalio, Principle for Success. Très actif encore sur X, oui, sur il lit souvent LinkedIn aussi des articles. Il a étudié vraiment les cycles économiques depuis 600 ans, mais c'est surtout Principle for Success. Puis ça, c'est un livre là, il est en anglais, mais les enfants, ça marche. Là. Tu sais, c'est comme, il va expliquer, dans le fond, le chemin vers le succès. Quel principe on doit mettre en place? On a parlé de mentalité de croissance, le growth mindset, c'est carrément ça. Là. C'est vraiment, dans le fond, d'accepter que c'est pas une ligne droite. Il va y avoir des hauts et des bas, des réussites, des échecs, mais qu'après chaque échec ou chaque réussite, on peut apprendre quelque chose, on peut le mettre en application, on peut se créer nos principes à nous. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Et celui-là et tous ces livres. Là, il en écrit. Puis en passant, les livres, tu sais, sur Audible ou c'est des audiobooks, là, c'est vraiment génial là, parce qu'il y a des fois des livres de Ray Dalio, c'est 15 heures de lecture. Là. Donc, si vous êtes dans le transport, vous pouvez écouter ça. Si vous faites... moi, quand j'aime bien faire des rénovations à la maison, ben, j'écoute des audiobooks à chaque fois. Fait que je continue de m'alimenter. Et c'est vraiment fascinant. Mais le Ray Dalio, là, c'est un nom à retenir. Moi, je suis en incroyable admiration de cet homme-là. Question générale? Oui. Question générale, tu parles de livres puis d'audiobooks. À part des podcasts, là, j'ai jamais écouté un livre.
c'est quoi le... Y a-t-il une formule dans le sens qu'un livre de 500 pages, ça peut prendre 1 heure? Tu sais, y a-t-il un... Ça dépend du débit, tu sais, du lecteur. Puis des fois, c'est l'auteur qui lit. Puis des fois, c'est un comédien qui va lire. C'est comme le livre que tu dis qui prend 15 heures à lire. Bon, mettons qu'on Redalio écoute va lire... il va lire... Redalio va lire peut-être 2 heures. Puis après ça, il passe la balle à un autre parce qu'il dit « j'ai d'autres choses à faire ». Puis on le comprend. Là, il est très occupé. Mais honnêtement, c'est plus agréable quand c'est Redalio. Là. Tu sais, c'est vraiment... ce gars-là, je suis habitué à sa voix, tout ça. Mais dans l'ensemble là, des audiobooks, plus le livre a été enregistré il y a longtemps, moins il est le fun. Je trouve que ceux d'aujourd'hui sont mieux lus, sont plus naturels. Des fois, c'était très chapitre 1, gagner sa vie avec le trading. Vous savez, le trading. Il y en a, des fois, c'est un peu plate, mais il faut faire fi de ça. C'est sûr qu'un podcast, c'est plus divertissant parce que c'est des gens qui parlent, là, c'est plus naturel. Mais n'empêche que en tout cas, les deux de Redalio que j'ai écoutés là, sur Audible, c'était 15 heures chaque. Là, c'est vraiment 30 heures d'écoute. Ouais. C'était délicieux. Là. Puis je pourrais le réécouter, puis je vais apprendre des choses à chaque fois. Je n'ai pas tout retenu, c'est sûr. On fait ça en faisant d'autres choses aussi souvent. Hein. C'est sûr que lire attentivement, en ayant l'émotion versus écouter un audiobook, je pense qu'on va retenir plus en lisant. Moi, je pense. Okay. Mais c'est personnel. Je n'ai pas d'études pour le prouver. Est-ce que, écoutez, je sais pas, Hugo, t'en avais-tu un dernier? On se fait-tu un petit bonus, là? On a dépassé, là, mais... Un petit bonus? Ouais. Tout le monde parle beaucoup de ça, là, les IPO. Là. On investit-tu des IPO? On devrait-tu lancer? Ils se lancent à la bourse, et ainsi de suite. Il y a un livre qui est super bon, qui est de Life Cycle Trade. C'est 4 personnes, encore une fois, un peu des enfants de O'Neill, qui ont écrit un livre, qui ont évalué toutes les IPO depuis une couple d'années. Les IPO, c'est quand l'action rentre en bourse, là, et de savoir, ça vaut-tu la peine ou ça vaut pas la peine? Puis c'est quoi? Il y a 4 types de comportements une fois que c'est rentré en bourse. Moi, je ne touche pas aux IPO. Ça fait qu'est-ce qui arrive avec les actions entre la première journée et le 2 ans après? 80% sont en bas, mettons. Après ça, tu sais, il y a un paquet de stats intéressantes pour... ceux qui... parce qu'on entend tout le temps parler, là, hey, ça va en bourse, là, tu devrais rentrer là-dedans, quoi que ce soit. Moi, je touche pas au IPO. Mais ceux qui veulent toucher au IPO, c'est c'est un très bon livre. C'est 4 personnes qui l'ont écrit, ont fait une recherche de fou. Une fille, entre autres, qui est fait des triathlons là-dedans. C'est bien le fun. C'est un beau petit livre, vraiment des comportements sur les IPO. Ceux qui veulent toucher à ça, au stop. Puis, c'est ça, parce que des fois, tu te réveilles aussi le lendemain matin, tu es à moins 25. Là. Ouais. Ça fait que moi, quand le monde me parle des IPO, ce livre-là, c'est récent, ça date de 2 ans, même pas. Là. Okay. Un petit livre très récent sur les IPO. Intéressant. C'est intéressant, effectivement. Donc, on va s'en aller vers la conclusion, parce que presque 30 minutes, celui-là, on s'est gâté. Moi, je propose une chose avant d'aller à la conclusion. On va réinviter Hugo dans quelques semaines ou 2-3 mois, là, tu sais, pour... aller encore. On en a d'autres, là. Moi, j'en ai d'autres. Lui, il y en a plein d'autres. Pourquoi pas, tu sais, vivre l'exercice? Moi, je pense que c'est vraiment fascinant. Puis je trouve que ce qui est intéressant qu'on a réussi à ressortir, c'est justement ces principes-là derrière les livres ou de, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont comme regard typique. Puis dans tous les cas, tous ces livres-là, c'est des gens passionnés qui les ont écrits puis ils ont mis du temps. Ça a été des efforts, là. Ça n'a pas été gratuit là, d'avoir un livre comme ça qui s'est créé tout seul. Fait que c'est vraiment fascinant. Donc, en conclusion, moi, ce que je pense, c'est qu'on a plein de lectures devant nous. On espère que nos partages vont vous aider à faire des meilleurs choix. Tu sais, là, vous allez pouvoir dire, OK, celui-là m'inspire un peu plus. Vous allez pouvoir vous arrêter sur quelque chose. Pensez au livre audio, comme je vous disais, si vous trouvez que vous manquez de temps. Il n'y a aucune raison de dire qu'on ne peut pas lire, là. On est vraiment dans une merveilleuse époque pour ça. Je vous rappelle aussi, abonnez-vous, cliquez sur le petit pouce en l'air, sur j'aime, partagez. Votre support fait vraiment la différence pour nous. Là. C'est ce qui nous rend, dans le fond, c'est notre énergie, c'est notre gaz, ça fait partie de ce qui nous motive, de savoir que c'est utile et que ça vous sert. Et je termine avec ma petite maxime traditionnelle que j'ai créée pour l'épisode. Le trader éduqué qui continue de lire régulièrement profite de l'expérience des maîtres de ce monde et est certain d'une chose, il deviendra meilleur de jour en jour. Sur ce, bon trading à tous.